Bonjour à tout le monde. Et alors, on commence cette deuxième session de notre événement Démystifier l'usage des mégadonnées dans les sciences sociales. Notre deuxième rencontre, ça va finir autour de 1h15. C'est une table ronde avec en principe 4 personnes. Ensuite, on va faire une pause de 15 minutes et à 1h30, on va avoir un atelier sur la modélisation des données, avec évidemment un regard toujours, une perspective toujours en sciences humaines et sociales, avec Monsieur Trépanier qui est juste ici en salle. Et cet atelier va durer aussi entre 1h15 et 1h30, et puis on finira à 3h de l'après-midi. Et alors, je commence par rapidement présenter les conférenciers, les invités de la table ronde d'aujourd'hui. Donc, je commence avec professeur Lynn Da Silva, qui est professeure titulaire en sciences de l'information à l'Université de Montréal et directrice de l'école de bibliothéconomie et des sciences de l'information. Et bon, elle a publié plusieurs articles, dont un dernier qui me surprend, qui est en sémiotique. Moi, j'ai un doctorat en sémiotique. Et donc, ça m'a surpris ce matin. C'est nouveau, c'est publié en 2022. Donc, j'ai hâte d'aller regarder cet article, publié sur la revue Semiotica. Sinon, bon, Hélène Vidot, je la présenterai tout à l'heure. Et Jean-François Chartier, qui est scientifique des données et chercheur chez Beneva. Et il a obtenu son doctorat à UQAM en informatique cognitive. Elle a plusieurs publications dans les domaines de la fouille de textes et du traitement automatique du langage naturel. Et ensuite, M. Félix Fortin, qui est chef intérimaire de l'unité de production et diffusion des statistiques Canada, et a une grande expérience professionnelle dans l'analyse des données et dans leur préparation. Et évidemment, aujourd'hui, il nous porte le regard d'une grande institution comme celle des Statistiques Canada, ce qui ça va être fort intéressant d'entendre son opinion. Madame Hélène Vidot-Deloreux est professeure à l'école de gestion à UQAM, est titulaire de la chaire en gestion des projets. Et puis, évidemment, elle aussi a plusieurs publications et elle nous apporte une approche un peu plus d'analyse qualitative aujourd'hui, et donc de préparation des données dans un cadre qualitatif, mais pas seulement ça. Elle a une grande expérience là-dedans. OK, je pense que ça va. Est-ce qu'un test pour Madame Hélène Deloreux, est-ce qu'on entend bien? Oui, ça va. Très bien. Je pense qu'on l'entend bien. OK. Bon, je vais me taire et je vais passer la parole à nos conférenciers. En fait, je vais essayer d'animer en posant des questions. Je vais prendre des questions de la salle. Je vais prendre des questions qui viennent des Zoom. Et voilà. Puis, j'ai quelques questions déjà écrites, mais on va essayer de guider un peu la conversation et les débats selon les sujets qui sont abordés par nos invités aujourd'hui. Donc, je vais commencer avec un tour de table en partant d'une première question qui est des choix libres, en fait. En analyse des données, on dit que les 80% du temps et des ressources sont consacrés à la préparation des données. Donc, dans votre expérience, quel est le défi le plus important que vous avez rencontré dans la préparation des données, que ce soit la collecte ou le nettoyage? Alors, les défis les plus importants dans la collecte des données, ça dépend de quel type de collecte on parle. Si on parle de données primaires ou de données secondaires. Si on parle de données primaires, évidemment, c'est les taux de réponse. C'est le premier point le plus important, puisque les taux de réponse diminuent lorsqu'on a des questionnaires quantitatifs, et quand on veut avoir des données qualitatives, c'est la même chose, puisqu'il faut obtenir la possibilité d'entrevues potentielles. Avec l'échantillon qui est considéré être nécessaire pour la recherche. En ce qui concerne les données secondaires, là on tombe maintenant sur un autre problème, c'est le nettoyage des données.
Alors, ce que moi j'appelle nettoyage des données, eh bien, c'est vérifier s'il y a des données manquantes, s'il y a des données mal entrées, parce que quelquefois on a des points aberrants dans des bases de données. Et donc, toute cette partie-là, elle prend du temps puisque elle peut fausser complètement les résultats de la recherche lorsqu'il s'agit de données secondaires. Alors, quand il s'agit de données primaires, eh bien, bien évidemment, si le taux de réponse n'est pas suffisant et que l'échantillon n'est pas représentatif de la population qui est étudiée à ce moment-là, eh bien, idem, on est dans des problématiques de biais dans les résultats. D'accord? Merci donc, monsieur Chartier, merci. OK, bonjour. Donc, comme David disait, moi, je suis scientifique de données dans l'industrie de l'assurance. Puis, j'ai fait un doctorat en informatique cognitive. Mais aussi, mon background, c'est aussi la sociologie. J'ai fait une bonne partie de mes études en sociologie, donc je me considère quand même sociologue et informaticien. Mais je travaille dans l'industrie. Puis donc, j'ai essayé de réfléchir avant la table ronde, là, j'essaie de mettre mon chapeau là, de scientifique de données dans l'industrie. J'ai essayé de réfléchir à qu'est-ce qui est spécifique en termes de nettoyage, de pré-traitement des données en contexte industriel, de données massives comme scientifique de données. Puis bon, j'en ai identifié 3, c'est pas exhaustif, là, mais c'est 3 qui me sont venus assez rapidement à l'esprit. D'abord, moi aussi, c'est vrai que 80% de mon temps est consacré au pré-traitement des données. Scientifique de données, souvent, on considère que son objectif, c'est de construire des modèles prédictifs par apprentissage machine avec des mégadonnées, mais en réalité, 80% du travail, c'est fait, 80% du travail, c'est le pré-traitement des données, puis on essaie de diviser les tâches. On essaie des fois de donner le travail de nettoyage et de pré-traitement des données à un scientifique de données junior, puis le scientifique de données senior fait la modélisation. Mais dans bien des cas, ça prend un scientifique de données senior pour faire le nettoyage des données parce que c'est très complexe. Mais bref, les trois éléments spécifiques auxquels j'ai pensé, c'est le premier qui est spécifique, je dirais, à l'industrie versus l'académique. En tout cas, mon expérience personnelle, c'est que les données en industrie sont beaucoup plus sales que les données dans le milieu académique. Quand je dis sales, je veux dire, c'est des données très bruitées, c'est des données qui sont très ambiguës. Donc, on ne connaît pas toujours la sémantique des variables qu'on utilise, ce qui est assez problématique quand on veut faire de la modélisation. Beaucoup de données incomplètes, beaucoup d'erreurs d'encodage, puis beaucoup aussi de ce qu'on appelle du data drift. Donc, du data drift, c'est que le nom d'une variable va référer à différentes choses dans le temps. Donc, une variable, je ne sais pas moi, sur le statut socio-économique ne peut pas dire la même chose en 1990 puis en 2020. Derrière, la collecte de cette information-là a changé dans l'entreprise. La question qui est posée aux clients dans une compagnie d'assurance a changé pour répondre pour la même variable. Puis nous, en 2022, comme scientifiques de données, on ne connaît pas l'historique de ce genre de choses-là. Donc ça, c'est un défi pas mal complexe. Puis sinon, un défi que je pense qui est spécifique à l'industrie de l'assurance, pas juste à l'industrie de l'assurance, mais entre autres à l'industrie de l'assurance, c'est qu'il y a beaucoup de données privées, beaucoup de données confidentielles. Puis quand on fait le nettoyage des données, il faut essayer d'enlever ces données-là. Donc, il faut enlever des identifiants, des données personnelles comme les médicaments que les gens prennent, par exemple. Puis il y a des données
de l'information qu'on ne peut pas utiliser dans la modélisation en assurance, comme le genre, par exemple, l'ethnie, c'est des informations qu'on ne peut pas utiliser. Puis après, il y a toutes sortes de questions éthiques qui déboulent de ce genre de nettoyage-là, parce que si on enlève l'information sur le genre, on a quand même plein d'informations indirectes sur le genre, donc on peut inférer le genre indirectement. Donc là, faut qu'on se demande, est-ce qu'on enlève aussi ces données-là qui nous permettent indirectement d'inférer le genre? Puis, vous voyez comment ça déboule. La tâche de nettoyage devient vraiment très complexe. Puis, dernier truc que je pense qui est spécifique au fait qu'on travaille sur des mégadonnées en sciences des données, c'est que quand on fait le nettoyage des données sur un corpus là, massif de texte ou d'autres sortes de données, on ne peut pas faire le nettoyage à la main. Donc, il faut toujours traduire notre méthode de nettoyage sous la forme d'un algorithme. Et puis donc, déjà dans le nettoyage, il faut conceptualiser des algorithmes qui vont nous permettre d'exprimer nos objectifs de nettoyage de données. Puis là, après, on aura l'occasion d'en discuter, mais toutes sortes de questions qui comme des enjeux, des enjeux de subjectivité, puis ce genre de choses-là. Mais bref, dans les mégadonnées, le nettoyage ne se fait pas à la main, il est implémenté par des algorithmes. Donc ça aussi, c'est un défi qui est quand même important. C'est la traduction algorithmique de la méthode de nettoyage des données. Ça serait tout comme un premier topo. Premier tour. Parfait, merci. Alors, je vais faire la même chose pour c'est ça, Monsieur Fortin. Oui, j'espère que tout le monde peut bien m'entendre. Donc, vous avez, comme Hélène et Jean-François, vous avez vraiment frappé les enjeux, même à Statistique Canada, les taux de réponse, définitivement un gros problème. La structure des données aussi, c'est immense. Souvent, lorsqu'on cherche des données de d'autres, comme exemple les postes de police, souvent, ils n'utilisent pas le même système. Donc, c'est de tout structurer ces données pour s'assurer qu'on ait les mêmes informations de chaque poste de police. Aussi, la normalisation de plusieurs de nos données, disons, éducation. Chaque province a leur propre primaire et secondaire, donc normaliser toutes les provinces au Canada n'est pas facile. Donc, déjà, je ne veux pas répéter ce que Hélène et Jean-François ont déjà dit, mais vraiment, les enjeux sont très semblables pour Statistique Canada que pour Jean-François et pour Hélène. Donc, Super, merci. Je vais donc passer à Madame Da Silva. Oui, bonjour à tout le monde. J'appuie absolument tous les commentaires qui ont été faits par les trois personnes qui ont parlé avant moi. Moi, j'allais parler, comme M. Fortin, de l'hétérogénéité des données de sources différentes qui rend le problème... c'est déjà un gros problème, puis on le multiplie par le nombre de sources différentes. Peut-être la seule chose que j'ajouterais à tout ce qu'ils ont dit, c'est un défi qui est important, c'est quand on fait des corrections, des modifications, des anonymisations, c'est important de garder la trace des opérations qui ont été effectuées, d'une part pour faire preuve de transparence dans la manipulation qu'on a faite des données, mais parfois aussi parce qu'on doit revenir en arrière et défaire des opérations. Et puis ça, c'est un énorme défi parce que c'est souvent beaucoup plus difficile de garder à la trace là, tout ce qu'on a fait pour les préparer, plutôt que simplement le travail de préparation et de nettoyage. Alors, c'est la seule chose que j'ai ajoutée aux commentaires tout à fait pertinents des trois autres.
OK, merci, super. Donc, bon, premier point peut-être qui j'aimerais approfondir, sur lequel aller plus en avant avec vous, et c'est en fait le fait que probablement une partie du travail de préparation, c'est la standardisation des données, ou si vous voulez, je vois, non, on peut avoir des données qui sont peut-être la même variable, mais qui était collectée en différentes années avec peut-être des méthodes différentes. Donc, la valeur de cette variable est différente. C'est problématique. Alors, Jean-François disait ça. Mais des problèmes de standardisation, ça se trouve pas juste en diachronie, mais même en synchronie, par exemple, en essayant de mettre ensemble des bases de données différentes. Donc, comment vous essayez d'aborder cette question de la standardisation, si vous voulez, des données? Alors, on fait le tour à l'envers. Madame Da Silva, je vous laisse commencer. Très bien. Je suis pas certaine par rapport aux questions qui m'avaient été soumises précédemment. Je suis pas certaine de l'avoir reconnu. On parle, OK, de standardisation lors du processus de nettoyage. Oui. La standardisation va dépendre des objectifs que l'on veut atteindre, les usages que l'on veut faire des données vont déterminer les processus de nettoyage qu'on va faire et donc le processus de standardisation. Je dirais qu'en sciences de l'information, il y a traditionnellement des opérations qui créent des données. Donc, par exemple, j'enseigne des cours d'indexation des documents, donc une façon de décrire des documents de façon à ce qu'ils soient repérables par d'autres personnes. Mais la création de ces termes d'indexation, c'est en quelque sorte la création de données. Je parlerai pas de mégadonnées parce que c'est fait manuellement à petite échelle. Par contre, les préoccupations de standardisation, elles sont très, très présentes dans les processus que l'on fait, puis elles peuvent avoir un parallèle, je pense, dans le traitement de données à plus grande échelle. Donc, en sciences de l'information, on va s'efforcer de définir au préalable ce qu'on appelle des vocabulaires contrôlés, qui vont limiter la valeur des données que l'on va collecter. Donc, par exemple, si on a tout un corpus de documents qui parle de vélo et de bicyclette, on va s'entendre au départ pour utiliser un seul de ces deux termes pour décrire. Donc, si on choisit vélo, n'importe qui essaie de mettre bicyclette, on va lui dire, ben non, faut utiliser vélo. Donc, la création de ce type de vocabulaire contrôlé aide beaucoup à un peu limiter les dégâts, puis à aider à que tous les gens choisissent les mêmes valeurs pour les données. Mais il y a également des méthodes standardisées pour les créer, ces vocabulaires contrôlés. Donc, il y a vraiment des normes ISO qui encadrent la création de ces vocabulaires contrôlés. Et il y a également des normes ISO qui encadrent comment ces vocabulaires devraient être utilisés, par exemple, dans l'indexation. Donc, quand on parle de mégadonnées, on n'est absolument pas dans ces préoccupations-là, là, parce que il y en a tellement qui sont créés de manière automatique où il n'y a pas d'intervention humaine. Mais je pense qu'il faut réfléchir à cette idée de faire converger des données vers des valeurs standardisées pour essayer de limiter ou de contrôler les variations. Je vois Jean-François Chartier hocher la tête. Je pense que ça correspond à certaines des choses qu'il connaît. Alors, ce serait ça ma réponse à cette question. OK, merci. Monsieur Fortin. Oui, donc, à Statistique Canada, semblable à Madame De Silva, harmoniser nos données, c'est important. Et donc, si une enquête comme l'enquête sociale générale demande une question semblable à l'enquête sur la population active, il utilise la terminologie qui est semblable et si même pas exactement la même chose le plus possible. Évidemment,
même chez nous, on voit que où tu demandes la question durant l'enquête peut avoir un impact. Donc, c'est pas juste la question elle-même, mais c'est où dans l'enquête qui peut avoir un impact. Donc, c'est pas toujours facile de s'assurer que les données sont exactes, mais à Statistique Canada, on fait de notre mieux pour s'assurer qu'on puisse, lorsque la question est demandée sur plusieurs enquêtes, qu'elle peut être comparable. Et c'est là que nos méthodologistes font de leur mieux pour s'assurer que tout soit encore comparable. Souvent, on se répare au recensement. C'est notre enquête préférée à nous comparer parce que c'est un recensement. Donc, on espère d'avoir les données les plus exactes avec le recensement. Donc, toutes nos enquêtes essaient de se comparer au recensement pour s'assurer qu'on est le plus comparable possible. Monsieur Chartier? Oui, ben, concernant la standardisation, c'est sûr que quand on travaille sur des mégadonnées, puis que nos opérations de nettoyage se font avec des algorithmes, c'est standardisé d'une certaine manière. On est obligé de formaliser l'opération parce qu'il faut l'exprimer sous la forme d'un algorithme. Donc, tout le nettoyage est standardisé dans ce sens-là, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la non-standardisation qui entre par la petite porte d'en arrière. Même avec des algorithmes, là, il y a on essaie de mettre en place des routines communes pour le pré-traitement puis le nettoyage des données, mais il y a toujours de la subjectivité qui entre par la porte d'en arrière. Par exemple, il y a toujours plus qu'un algorithme qui peut accomplir la même opération. Donc, choisir l'algorithme en tant que tel, c'est un acte subjectif. Puis tous les algorithmes ont des paramètres qu'il faut initialiser. Donc, initialiser les paramètres, c'est aussi la subjectivité, c'est non standard. On ne teste jamais tout l'espace des hypothèses possibles des paramètres d'un algorithme. Donc, la subjectivité là, qui s'insère. Puis, il y a des paramètres aléatoires aussi dans les algorithmes. Donc, il faut donner des valeurs, il faut initialiser des paramètres aléatoires. Puis, même un algorithme qui génère une valeur aléatoire, il faut l'initialiser. Tôt ou tard, il faut le faire, tu sais. Puis, même, ça peut aller des fois dans le détail de l'encodage de données. Tu sais, si on veut encoder une valeur numérique dans un langage de programmation, il faut choisir le type, des fois, d'encodage d'une valeur numérique. Donc, est-ce que ça va être un float qui permet 7 décimales ou est-ce que c'est un double qui permet, je sais pas, je pense que c'est 15 décimales, un double? Bien, ça peut paraître insignifiant, la différence entre 7 décimales versus 15 décimales, mais si vous avez un algorithme qui fait 1000 itérations, mais la différence entre un float puis un double, ça peut affecter vos résultats. Puis, vous ne le saurez pas, ça va être caché dans l'algorithme, mais en réalité, vous venez d'insérer de la subjectivité dans votre processus de nettoyage de données, par exemple. C'est un exemple. Fait que oui, ben, bref, standardiser, les défis de la standardisation, c'est la subjectivité. Puis même en sciences des données, il y en a partout qui s'insèrent, on n'y échappe pas. Okay, merci. Là, je me demande pour quelqu'un qui aurait la réponse, est-ce que cette subjectivité est plus grande quand on travaille à sciences humaines et sociales? Je vais la poser directement à M. Chartier, parce que je pense que est-ce qu'il y en a plus en sciences sociales de subjectivité lors du nettoyage? Ben, en sciences sociales, on travaille beaucoup sur des données textuelles. On fait beaucoup d'analyses de discours, beaucoup d'analyses de texte.
qu'on le fasse avec des algorithmes ou qu'on fasse l'analyse avec des méthodes plus qualitatives, quand même, on travaille beaucoup sur le texte. Je pense que les données textuelles, je pense que sur l'analyse des données textuelles, il y a beaucoup plus de subjectivité. C'est vraiment une question pas facile, mais je dirais qu'il y a plus de subjectivité lorsqu'on analyse des données textuelles. Et en sciences sociales, on analyse beaucoup des données textuelles. Donc, en ce sens-là, oui, peut-être qu'il y a plus de subjectivité. Parce que l'interprétation du texte, les mots, le langage est très ambigu, ce genre de choses-là. Après, les sciences sociales, ça ressemble beaucoup à l'assurance. L'assurance, ça ressemble beaucoup à la sociologie. C'est de la classification sociale, c'est de la démographie, c'est de l'analyse d'habitudes de vie. Puis donc, on est obligé de faire des choix comme de classification sociale, par exemple, des classes d'âge, des classes socio-économiques, des classes de niveau d'éducation, des classes de solvabilité, des classes de... Puis, bon, là, quand on fait de la classification sociale, évidemment, je veux dire, les actuaires aussi ont des préjugés, puis ils ont des stéréotypes, puis ils ont toutes sortes de biais. Donc, ouais, bon, bref, je dirais oui, parce que en sciences sociales, c'est beaucoup de l'analyse de texte, puis parce que c'est beaucoup de la classification sociale. Donc, merci pour l'interaction. Il y a Madame Da Silva qui a levé la main. Je lui donne la parole, puis on passe à Hélène et à Madame Delorue. Oui, je suis désolée si je prends la parole avant Madame Delorue. Je voulais juste un peu renchérir ce que Jean-François disait. Je pense que oui, il y a plus de subjectivité en sciences humaines et sociales. Si je prends exactement la discipline ou la tâche qui est la création de vocabulaire contrôlé, si on regarde ça, si on peut faire, vous avez sûrement entendu parler l'expression d'un thésaurus, mais disons même un dictionnaire, si on est en sciences pures, en mathématiques, en physique, en biologie, en chimie, les concepts ont des définitions claires, nettes, précises. Les délimitations des concepts sont beaucoup plus consensuelles, beaucoup plus faciles à déterminer. Et on sait, nous, dans la conception de thésaurus, que faire un thésaurus en sciences humaines et sociales, c'est plus compliqué, plus difficile, parce que souvent, les gens ne s'entendent pas sur la définition des concepts de base. Si on essaie de définir la justice, la liberté, l'interprétation, la société, les gens s'entendront pas nécessairement sur quelle est la définition de ces concepts-là, comment ils se distinguent entre eux et quelles sont les relations entre eux. Alors, si c'est vrai pour les concepts, je pense que c'est vrai pour l'application de ces concepts qui est nécessaire dans les tâches de nettoyage. Et oui, mais merci. Je pense qu'on va essayer encore d'en parler des différences entre les sciences pures et les sciences sociales dans ce contexte. Je vais passer la parole à Madame Vidot-Delorue. Oui, alors donc il y a effectivement la différence entre les différentes disciplines, mais il y a une chose là sur laquelle on est passé assez vite, c'est qu'il y a quand même la différence entre la nature des données concernées. Soit on parle de données quantitatives, soit on parle de données qualitatives. Alors si on prend le cas des données quantitatives, il y a toujours une base de référence, c'est-à-dire un point de référence qui devient un point de comparaison dans le cas de collecte de données longitudinales. Ce point de comparaison-là, en général, en tout cas en ce qui me concerne, eh bien, ce sont la similarité des questions. Et là, je reviens un peu sur ce que disait Félix. Si on est dans une collecte de données primaires, si on pose des questions qui sont différentes, eh bien, l'individu va répondre différemment sur l'échelle demandée en quantitatif, si on parle de questionnaires et de données primaires. Et à ce moment-là, eh bien, la standardisation, là, on n'est plus dans la subjectivité, on est dans l'invention.
Si on est sur des bases de données, à mon sens, il faut avoir il faut tenir compte de l'unité d'analyse de la recherche en question, surtout en quantitatif. L'unité d'analyse, en général, elle est définie par la variable qu'on va chercher à expliquer. Donc, si on est à un niveau individu, on a une base de données niveau individu et on a une base de données niveau pays, ben là, ça pose un problème. Il va falloir découpler ou, en tous les cas, partir d'une unité d'analyse commune pour les deux bases de données. En ce qui concerne les données qualitatives, et là, je rejoins ce que dit Lynn, eh bien, effectivement, là encore, comment est-ce qu'on va coder un discours ou un texte par rapport à des concepts si on n'a pas vraiment une définition claire de ce concept-là? Et là, je reviens maintenant sur ce dont on avait abordé quand on avait préparé la table de discussion, la question de l'épistémologie et la question de la méthode de recherche et de la logique de recherche, c'est-à-dire soit on est dans de l'induction, soit on est dans de la déduction. Si on est dans de la déduction, on est censé avoir des concepts clairs, puisqu'on a défini ces concepts et on doit eh bien maintenant essayer de coder par rapport à ce qu'on a défini soi-même, défini dans la littérature, bien évidemment. Si on est dans l'induction, eh bien là, c'est une autre dimension qui rentre en jeu, c'est-à-dire qu'on peut enrichir aussi des concepts. Donc, soit on est dans la comparaison, soit on est dans l'accumulation de connaissances quand on est en qualitatif. Donc, quand on est dans l'accumulation, la standardisation, elle pose moins de problèmes. Quand on est dans la comparaison, ben, il y a une nécessité de standardisation puisqu'on ne peut pas comparer des cochons et des ânes. Donc, à un moment donné, il va bien falloir trouver un point de référence commun. Voilà. Super, merci. C'est excellent. Je pense qu'on va continuer à me parler encore. Je vais juste commencer à inviter les participants qui sont en ligne, mais même les participants qui sont sur salle, de penser à vos questions parce que dans peut-être une dizaine de minutes, je vais essayer de voir s'il y en a qui viennent ou de la salle ou de Zoom. Et donc, je poserai une question, c'est un peu, je reprends un peu les questions sur lesquelles on avait jassé. Je les pose de manière générale. Donc, après cette première tour de table, maintenant, si on voudrait définir qu'est-ce que c'est le nettoyage des données, quelles sont les étapes du nettoyage des données, c'est quoi en fait nettoyer? Est-ce que c'est corriger les données? Est-ce que c'est en éliminer? Est-ce que c'est faire du filtrage? Est-ce que c'est mettre ensemble des valeurs? Qu'est-ce que c'est le nettoyage? Alors, je fais le tour encore une fois à l'envers, donc je commencerai par Madame Deloro. On ne vous entend pas à cause du micro. Excusez-moi, ouais, on avait discuté de ça dans la table de préparation, où effectivement, là, la notion de nettoyage dépend un peu de la discipline, hein, on s'en est un peu rendu compte. Bon. En ce qui nous concerne, nous, en sciences de gestion, quand on part d'un questionnaire, eh bien, c'est voir où il y a des réponses qui sont incomplètes ou des réponses inexistantes. Donc, on nettoie en gardant les variables qui sont complètes de manière générale. Ça, c'est ce qu'on fait, nous, en gestion. Donc, l'autre question, c'était de savoir, oui, quand on est sur des bases de données, ben, là, c'est finalement essayer de voir si on peut compléter ces données-là, mais là, on prend un peu des guillemets là-dessus, hein, dans ces bases de données-là, ou alors les éliminer. Bon, moi, mon expérience, c'est malheureusement l'élimination, c'est-à-dire que pour moi, nettoyer des données, eh bien, à partir du moment où les données sont incomplètes, quand on a des questionnaires ou des bases de données, quand la case est vide, eh bien, on ne peut pas la remplir, quoi. Donc, on ne peut pas tenir compte de cet individu-là qui est incomplet, individu statistique, hein, au sens statistique du terme. Voilà. Donc, les tâches d'élimination, c'est fondamental pour vous. Donc, effectivement. Puis les données incomplètes, c'est un autre problème. D'ailleurs, si les autres invités veulent aussi en parler, sont les bienvenus. Mais donc, encore une fois, qu'est-ce que c'est le nettoyage? Alors, Monsieur Chartier.
Ben, le nettoyage dans la science des données, c'est vu de manière très étapiste. C'est des étapes on applique plusieurs opérations sur nos données pour les rendre, pour les préparer à la modélisation par apprentissage machine. Donc, il y a des étapes de nettoyage qui sont un peu utilitaires. Il faut les faire pour préparer les données à la modélisation. Par exemple, il y a beaucoup d'algorithmes qui ne tolèrent pas les données manquantes. Des algorithmes d'apprentissage machine qui ne tolèrent pas les données manquantes. Donc, il faut trouver une solution pour compléter les valeurs manquantes. Puis, tu sais, là, c'est sûr que ça pourrait choquer quelques chercheurs en sciences sociales, là, les techniques qui sont utilisées pour compléter les données manquantes. Parce que, tu sais, dans une perspective de modélisation prédictive, le nettoyage des données sert la prédiction. Donc, ultimement, mais pas ultimement, mais bien souvent, une bonne opération de nettoyage, c'est une opération qui augmente la valeur prédictive du modèle. Et après, est-ce que parce qu'on augmente la prédiction de ce qu'on est en train d'étudier, on augmente la qualité de notre modèle? Bon, c'est une question épistémologique. Mais dans tous les cas, souvent, c'est ça. Le nettoyage, il sert les fins de la prédiction. Fait que bon, c'est quoi le nettoyage? C'est réduire le bruit, comme je disais tantôt, c'est réduire l'ambiguïté des variables, c'est réduire les valeurs manquantes, les erreurs d'encodage, réduire le drift, hein, le data drift que je parlais tantôt. Puis, oui, il y a un débat en sciences des données où est-ce que nos modèles doivent être interprétables ou non? Donc, ça aussi, ça affecte le type de nettoyage qu'on veut faire de nos données. Si notre modèle prédictif n'a pas besoin d'être interprétable, on peut appliquer des techniques de nettoyage qui sont très sophistiquées, puis qui sont difficiles à interpréter. Donc, on ne peut pas nécessairement raconter une histoire derrière les opérations de nettoyage des textes. Mais si on veut des données interprétables, quand on nettoie notre texte, ben ça va être important de, je sais pas moi, de remplacer tel mot par tel mot ou de remplacer il faut que si on fait de la classification textuelle, il faut qu'on soit capable d'interpréter les classes textuelles. Mais si l'interprétation n'est pas nécessaire, on peut. Si l'interprétation humaine du modèle n'est pas nécessaire, tout à coup, on a plein d'options supplémentaires de nettoyage des données qui deviennent possibles. Donc oui, bon, bref, je sais pas, là, le nettoyage, ça sert, en sciences des données, ça sert beaucoup la prédiction. Puis, ça dépend beaucoup de si ça doit être interprétable ou non. Je vais en profiter pour poser vraiment une question plus directe à toi parce que je sais que tu as une grande expérience en données textuelles, en tout cas en préparation des données textuelles. Quel est le problème principal quand on a des données non structurées, en fait? Le problème principal quand on travaille sur des données non structurées, c'est de les structurer. Parce que si on les structure pas, on peut pas appliquer de techniques quantitatives là, ou d'algorithmes. Donc, il faut trouver une manière de modéliser du contenu qualitatif de manière quantitative. Puis, ben, en fouille de texte, la manière dont on le fait, la manière standard là, qu'on fait, c'est la modélisation vectorielle. Donc, il faut exprimer du contenu textuel sous forme de vecteurs, parce que c'est des vecteurs que les algorithmes manipulent lorsqu'ils font leur apprentissage machine. Donc, il faut définir par exemple, l'unité d'analyse. Est-ce que c'est un mot?
l'unité de base de l'analyse. Puis, évidemment, qu'est-ce qu'un mot? Est-ce qu'un mot, c'est une chaîne de caractères qui est séparée par 2 espaces? Dans bien des cas, c'est suffisant dans une perspective prédictive, mais c'est pas nécessairement interprétable pour un humain. Puis, bon, après, il faut modéliser les relations entre les mots, ou l'absence de relations entre les mots. Mais le principal défi, c'est ça, c'est de traduire mathématiquement de l'information qualitative. C'est ça le principal défi. Merci, c'est bien dit ça. Alors, Monsieur Fortin, vous à Statistique Canada, qu'est-ce que c'est Oui. pour vous nettoyer? Pour nous, nettoyer, c'est très semblable à ce que Jean-François a déjà décrit. C'est vraiment de préparer les données brutes pour qu'ils soient utilisables pour nos utilisateurs, qui veut dire remplir les vides, corriger des fautes de tape, peut-être le flux, s'assurer que le répondant a bien suivi le flux du questionnaire, qui est moins un problème électronique, mais quand même, des fois, c'est quand même possible. Plutôt papier, c'est un peu plus un défi. Plus rare maintenant, évidemment, mais quand même, c'est là. Préparer des variables dérivées pour nos utilisateurs qui sont peut-être un peu moins techniques que certains analystes qui veulent quand même utiliser nos données. Et souvent, ça vient avec la préparation de tableaux déjà prédéfinis par Statistique Canada pour diffuser aux Canadiens. Je vais en profiter avec vous pour faire un petit pas en arrière, puis je passerai la parole à Madame Da Silva sur la question sur le nettoyage. Tout à l'heure, pas juste vous, mais aussi, je ne me souviens plus qui, je pense, Madame Deloro, soulevait le problème des taux de réponse des questionnaires, oui, qui est un problème, j'imagine, tant en termes de nombre de lignes observables qu'on a, tant en termes de données incomplètes. Est-ce qu'un répondant répond à toutes les questions? Donc, vous, quelle est votre expérience à Statistique Canada et comment vous pensez de résoudre ce problème dans le futur? Ouais, c'est une très bonne question que je pense pas qu'il y a quelqu'un sur le monde qui a vraiment une bonne réponse, mais oui, c'est toujours un problème, les taux de réponse. Souvent, nous autres, on observe, si quelqu'un commence un questionnaire, ils vont le finir. Ça n'a pas l'importance, l'ampleur ou la longueur du questionnaire. La plupart des répondants vont le finir. Si ceux qui ne l'ont fini pas, il y a un minimum qu'on cherche pour que les répondants se rendent à un certain point dans le questionnaire, puis on va garder cette réponse comme une réponse complète. Et là, on va remplir le vide, disons. Pour les taux de réponse, on voit de plus en plus que ça diminue. Ça, c'est super clair. Là. On avait des 80% dans les 90, puis là, on est plus proche des 40-50% maintenant, qui est vraiment un gros défi. Donc, je pense un peu plus que ce que Jean-François il discutait avant, c'est trouver des modèles, trouver des façons de remplir qu'est-ce que les répondants nous donnent pas. C'est là peut-être, comme qu'il disait, les gens ont peut-être, il y aurait peut-être des cauchemars pour voir qu'est-ce qu'on fait pour remplir ces vides-là. Donc, je vais encore rebondir sur cette question, toujours en dialoguant avec vous, puis évidemment, s'il y a d'autres intervenants qui veulent ajouter de quoi, peuvent lever la main. Est-ce que vous pensez, on a d'ailleurs une main levée dans la salle sur cette question-là, 2 mains levées sur la salle sur cette question-là, donc on va ouvrir une parenthèse. J'invite encore les gens à préparer leurs questions en ligne aussi. J'ai déjà 2 questions qui viennent des Zoom. Continuez à réfléchir à vos questions, puis écrivez-les sur le chat ou ici sur la salle, levez la main. Donc, je vais revenir un peu sur les points que je voulais vous dire. Donc, les taux de réponse diminuent. Donc, d'une certaine manière aussi, la méthode par questionnaire, si avant la représentativité était
très grande. Maintenant, on risque la validité de cette méthode. Là, en fait, non, il y a un problème de validité. Donc, peut-être qu'à un moment donné, on doit être obligé de trouver des solutions, donc de continuer à remplir des questionnaires, mais comment? Est-ce que, j'y vais direct comme ça, est-ce qu'il y a des méthodes de collecte de données non structurées, que ce soit sur le web ou ailleurs, qui pourraient faire cette tâche? Et vous, est-ce que vous en avez expérimenté déjà à Statistique Canada? À Statistique Canada, oui, comme du web scraping, on en a fait pour, comme disons, Facebook ou Instagram ou des choses comme ça, mais c'est très difficile comme social, comme société. Quand on utilise les médias sociaux, souvent c'est pour le bien. On démontre les bonnes choses. C'est très rare qu'on va mettre quelque chose de négatif sur Facebook ou Instagram. Donc, ça va donner un biais assez élargi si on utilise les médias sociaux. On regarde aussi des applications parce que souvent, tout le monde, on a notre cellulaire avec nous. Donc, évidemment, c'est quelque chose de très important pour nous. Donc, on voit qu'est-ce qu'on peut faire avec les applications, puis peut-être faire une notification pour, comme exemple, aujourd'hui, comment est-ce que vous sentiez? Ou on peut voir si tu es au gym, comme exemple, et pour vous de demander mais comment est-ce que vous ressentez aujourd'hui. Donc, on essaie de faire des expérimentations comme ça pour voir s'il y a d'autres façons d'aller chercher les données. L'autre affaire, comme tu dis, des données non structurées, on le fait déjà et on continue de l'augmenter. Comme pour, on ne demande plus la question sur le revenu. On va chercher les données taxes, comme exemple. C'est quelque chose qu'on va chercher maintenant. On a l'immigration aussi. On va chercher les données d'immigration. De plus en plus, on essaie d'aller chercher des données qui sont déjà disponibles, puis on fait un lien avec nos données, nos enquêtes sociales. Merci, merci. Je vais donner la parole à la première main levée, c'est Madame Baudry. Bonjour à tous, je vous remercie de nous avoir ouvert tout cet horizon de différents types de données. J'ai plusieurs questions. J'ai noté, Madame Bideau, Monsieur Fortin notamment, que vous ne nous avez pas parlé d'imputation des données quand vous avez des vides, des manquants qui pourraient être ajoutés dans les questionnaires pour faire en sorte qu'on ne perde pas d'observation. Madame Bideau, peut-être que vous n'avez pas la quantité de données qui vous permet de faire de l'imputation de façon efficace ou réaliste, alors que Statistique Canada ayant le pouvoir de la loi sur la statistique derrière l'organisation, on peut aller collecter assez de données pour pouvoir faire de l'imputation, mais est-ce qu'il y a moyen de faire l'imputation uniquement par les questionnaires ou vous pouvez justement utiliser les données secondaires qui sont déjà collectées pour d'autres fins dans Statistique Canada pour faire de l'imputation? Si jamais il y a des gens qui répondent à des questionnaires et ne savent tout simplement pas comment répondre à ces questions-là parce que c'est pas nécessairement leur expertise, ça arrive. Hein. Donc, je me demande si vous pourriez nous expliquer un peu. Puis j'étendrai la question à M. Chartier. Après ça, comment on peut faire de l'imputation avec vos algorithmes, si c'est possible? Donc, je vais commencer tranquillement ici parce que l'imputation, on le fait souvent dans l'enquête elle-même et on ne cherche pas d'autres données hors de l'enquête à cause encore de la loi. Oui, on a le droit d'aller chercher des données un peu plus sensibles et on a je ne sais pas c'est quoi en français, mais l'acte statistique dans notre coin. Mais quand même, on doit suivre les lois de Privacy Act. Bon, excusez, je ne connais pas en français, mais on a encore, parce qu'on n'a pas demandé la permission toujours de faire
de faire des liens entre d'autres enquêtes. C'est très rare qu'entre enquêtes, on va faire un lien ou de l'imputation entre un et l'autre. Donc, c'est vraiment lorsqu'on va chercher les données non structurées ou des données administratives que nous autres, on appelle, pour essayer de remplir des vides ou entre enquêtes. Dans la même enquête, on va faire de l'imputation avec un donor pour remplir les vides. Et encore, comme Jean-François mentionnait, pour répondre, qu'est-ce qu'on espère, ben pas espère de voir, qu'est-ce qu'on prédicte de voir dans nos analyses. J'espère que ça a répondu ta question. Non, mais juste une précision, la loi sur la statistique vous empêche d'aller chercher une donnée qui serait dans un questionnaire pour l'amener dans une réponse, dans un autre. La loi de la statistique nous laisse collecter les données. La loi de Privacy Act ne nous laisse pas les combiner. Je peux peut-être rebondir moi aussi sur ça, parce qu'on en fait beaucoup, nous aussi, de l'imputation de valeurs manquantes. Puis là, dans un contexte de sciences de données, là, le cadre méthodologique, c'est la prédiction. Donc, ultimement, toute imputation de valeurs qui augmente les performances prédictives du modèle, on les considère, pas toutes, mais généralement, on les considère comme justifiées. Et aussi dans le contexte industriel spécifique là, de l'assurance, ce qu'on se rend compte, c'est que historiquement, les assureurs posent trop de questions pour rien. C'est-à-dire que la plupart des informations, pas la plupart, mais il y a beaucoup d'informations qu'on va chercher de manière directe auprès des clients, qu'on peut inférer par d'autres questions qu'on a posées. Donc, c'est sûr qu'on fait beaucoup d'imputations de cette manière-là. C'est un client, je ne sais pas moi, qui a moins de 25 ans, qui a tel niveau d'éducation, qui a tel code de crédit, qui a tel historique de sinistre, X, Y, Z. Avec cette information-là, on peut inférer toutes sortes d'autres variables indirectes qu'on n'a pas besoin de demander aux clients. Donc, on fait de l'imputation, puis il y a toutes sortes de techniques d'imputation, des techniques très simples. Ça peut être d'attribuer la moyenne. Dans bien des cas, ou la médiane, dans bien des cas, c'est suffisant pour augmenter les performances du modèle. Il y a des techniques aussi de type, on appelle ça les plus proches voisins. Donc, si vous voulez imputer une valeur manquante à un individu, vous prenez par exemple les 5 individus qui ont le profil le plus similaire, vous faites la moyenne, et puis vous lui attribuez cette valeur-là. Ça paraît tout simple comme algorithme, mais il y a des raisons aussi sociales pourquoi ça fonctionne, un algorithme comme ça. C'est l'homophilie. Les gens qui partagent les caractéristiques X, Y, Z ont tendance à partager aussi les caractéristiques A, B, C. Donc, on utilise les caractéristiques X, Y, Z, on prédit A, B, C par la similarité entre les individus. Ouais. Super. Je vais passer la parole à Madame Deloroux parce qu'elle avait la main, puis on passera tout de suite à Da Silva parce que là, je pense accumuler du temps de parole énorme. Oui, moi, je vais peut-être un peu rebondir sur ce que j'ai dit. C'est vrai que j'ai dit éliminer. C'est dans le sens où, en sciences de gestion, quand on collecte des données via un questionnaire, on a des variables qui sont mesurées par plusieurs items. Il s'avère que si tous les items ne sont pas répondus, on peut pas inventer la variable. Mais une chose, je pense, qui est très importante, en fait, quand on a des données manquantes, c'est de savoir si elles proviennent du hasard ou du non-hasard. C'est-à-dire que si on a un questionnaire dans lequel la majorité des gens ne répondent pas à un item ou à une question, peu importe, c'est qu'il y a un problème au niveau du questionnaire. Donc, il y a aussi cette notion-là qu'on devrait voir quand on fait des pré-tests de questionnaires, c'est-à-dire cette notion, en fait,
de cette donnée manquante qui provient d'où provient cette donnée manquante. Est-ce que c'est un problème d'incompréhension, enfin, bon, etc. Maintenant, c'est sûr que bon, ben, on essaye pour pas perdre tout notre échantillon, hein, Catherine, de ne pas tout jeter non plus, mais c'est un peu compliqué quand même. Quand on a un construit qui est presque manquant, c'est plus compliqué surtout qu'on est sur des petits échantillons quand même quand on est sur des questionnaires. Voilà. Madame Da Silva. Oui, la question de qu'est-ce que ça veut dire nettoyer, qu'est-ce que ça implique, j'y ai fait allusion tout à l'heure, mais en fait, ça dépend ce qu'on veut faire avec les données, la décision de les corriger ou non, et la façon de les nettoyer. Il y a une grande différence, je pense, entre les valeurs manquantes et les valeurs erronées. Puis j'avais le goût de prendre comme exemple avec vous quelque chose tiré de mon enseignement. Donc, dans un de mes cours où mes étudiants apprennent à faire des opérations de nettoyage de données, j'ai trouvé un jeu de données qui fait tout à fait mon affaire. C'est le résultat du recensement canadien de 1901. C'est intéressant parce que c'est plein de données sociales. C'est assez grand, mais pas trop. Les étudiants peuvent travailler avec, mais il y a beaucoup de données là-dedans. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que les données avaient été entrées manuellement à l'époque, en 1901. Ça a été numérisé depuis, mais dans l'État. Ce qui fait qu'il y a plein de valeurs qui doivent être corrigées. Par exemple, il y a une grande variation dans des réponses à des questions. Il y a une question, il faut exprimer le lien entre le répondant et le chef de la maisonnée. Est-ce que c'est l'épouse du chef de la maisonnée? Est-ce que c'est la fille, le fils? Et vous seriez étonné de voir le nombre de valeurs différentes qu'il y a pour ça, y compris toutes les façons d'écrire daughter, fille, son, fils, épouse, femme, toutes les fautes d'orthographe que vous pouvez imaginer, tout y est. Même chose pour la race, la religion, il y a vraiment de tout. Alors, la question, c'est comment on les corrige, ces données-là? Mais ça dépend ce qu'on veut faire avec. Par exemple, si on veut savoir l'étendue des réponses données à la question, on veut absolument rien corriger. On veut compter qu'il y a 360 façons, par exemple, d'écrire daughter. Si on veut avoir une assez bonne idée, par contre, de la taille des maisonnées et des membres de ces maisonnées, mais on veut appliquer une certaine normalisation pour, par exemple, s'il y a fille, F-I-L-L-E, et puis des fois, il manque le I, il y a juste F-L-L-E, ben, on peut reconnaître ces deux formes de la même valeur et les harmoniser. Mais parfois, ça devient un peu difficile parce que si daughter en anglais peut avoir été abrégé avec DTR, ça, on peut considérer que ça devait être daughter, mais des fois, il peut y avoir des choses comme simplement TR, juste les deux lettres TR. On pense que peut-être c'est daughter auquel il manque le D, mais ça me rappelle quelque chose dont Jean-François Chartier nous avait parlé précédemment. C'est qu'à un moment donné, là, il y a de la subjectivité qui rentre en ligne de compte. Est-ce qu'on est en train d'introduire des erreurs, pas des erreurs, mais des fausses données en pensant les corriger? Si, par contre, on ne veut pas s'occuper des valeurs vides ou non interprétables, ben à ce moment-là, oui, on peut les mettre de côté. Si au contraire, on veut compter, il y en a combien qui sont vides ou non interprétables, ben, on ne veut pas les éliminer. Donc, c'est juste quelques exemples assez simples qui disent que la façon dont on va nettoyer les données, ça va dépendre complètement de ce qu'on veut faire avec. Oui, effectivement, c'est bien. Je pense que vous avez aussi répondu à quelques questions que j'ai de Zoom. Mais je vais faire donc un petit tour. Je vais commencer avec une question sur Zoom, ou peut-être je fais un batch, 2 ou 3. Puis après, je vais revenir en salle parce qu'il y avait Alvar qui avait levé la main. Donc, première question. En sciences sociales, on est souvent frustré d'avoir certains résultats issus d'une exploitation des données secondaires qui contradisent fortement nos hypothèses, surtout dans les pays en développement. Parfois, ces résultats n'ont même pas de sens. Que faut-il faire? Est-ce que c'est lié à un problème de nettoyage ou d'outils mathématiques utilisés? Madame Da Silva, je vous vois hocher la tête, je vous passe la parole. Oui, avec plaisir. Moi, je dirais que
je vais prendre mon point de vue de professeure, chercheuse, donc en recherche scientifique. Si on a des données qui contredisent nos hypothèses, notre seule option, c'est de rapporter que voici notre méthodologie, voici les données, celles-ci ne correspondent pas, ne valident pas nos hypothèses. On peut essayer d'expliquer, est-ce que c'est une question de méthodologie? On va essayer d'explorer ça et refaire une autre expérimentation. Mais c'est très frustrant quand les données nous contredisent, mais il y a peut-être une leçon extrêmement intéressante à en tirer. Je vais juste faire une petite parenthèse. J'avais un collègue il y a longtemps qui avait milité pour la création d'une revue qu'il appelait la revue des résultats négatifs intéressants. Il y a toujours moyen de faire quelque chose, mais malheureusement, on peut pas faire semblant que c'est les données qui ont tort. Parce que les données, elles ont été récoltées. On peut essayer d'expliquer pourquoi ça diverge de ce qu'on espérait, mais c'est les données qui ont raison, malheureusement. Je passerai peut-être la parole sur ça, parce qu'elle est toujours très attentive sur l'épistémologie de la recherche à Madame Delourou. Puis, si Fortin ou Chartier veulent ajouter de quoi sur ça, ils lèveront la main. Moi, je vais un peu appuyer ce que dit Lynn là, c'est-à-dire que c'est vrai que quand on fait de la recherche, on est content quand on a quelque chose d'intuitif et que tout marche comme on a prévu, alors qu'en fait, la richesse, c'est aussi de trouver des choses qui contredisent les hypothèses, c'est ce qui fait avancer la recherche. Alors, et bien évidemment, si les données ont été correctement collectées, si on fait confiance à ces données-là. Hein, mais je pense que c'est plutôt un bon résultat plutôt que tout le temps de se satisfaire à trouver ce qu'on a envie de trouver, quoi, finalement. Monsieur Chartier. Ajouter à Statistique Canada, ça l'arrive aussi. On se compare souvent à nos enquêtes antérieures et si on ne voit pas qu'est-ce qu'on espérait de voir ou qu'est-ce qu'on pensait de voir, comme Lynn a dit, c'est vraiment les données sont vraies. Donc, on regarde la méthodologie, on regarde quoi d'autres impacts qu'il aurait pu avoir dans la société qu'on peut expliquer. Mais en bout de ligne, les données sont les données et on fait de notre mieux pour expliquer les différences. François? Oui, en sciences des données, la majorité des modèles prédictifs ne fonctionnent pas. Donc, la majorité des projets de modélisation qu'on fait finissent en queue de poisson. Il y a un risque épistémologique à insister pour comme valider le modèle, mais en contexte business, c'est non seulement d'un point de vue épistémologique, c'est contre-productif, mais d'un point de vue économique, c'est aussi contre-productif parce que quand on fait de la recherche industrielle, l'épistémologie puis la recherche de profit s'alignent. Vous devez avoir un modèle valide pour pouvoir augmenter les profits de l'entreprise. Donc, si vous insistez à mettre en production un modèle qui est faux, vous allez nuire à la survie de l'entreprise en tant que telle. Donc, non, mais il faut être humble, puis accepter, il faut respecter les données. Pas de raccourci. J'ai une question encore plus directement pour toi, Jean-François, qui vient de Zoom. Parce que tu parlais d'algorithme de nettoyage, quelqu'un trouve ça intéressant, algorithme de nettoyage. Est-ce que tu as des exemples qui sont accessibles et adaptables? Ou qu'est-ce que tu entends avec algorithme de nettoyage? Admettons, en analyse de texte, un algorithme, je ne sais pas si on considérait que c'est du nettoyage. Moi, je considère que c'est une forme de nettoyage. On doit normaliser les graphies des mots. Donc, un mot peut être écrit de plusieurs manières, il peut être conjugué, il peut être toutes sortes de flexions différentes. Il faut un algorithme qui va chercher à normaliser les différentes graphies d'un même mot.
Puis, il y a des algorithmes très simples. Par exemple, on se rend compte qu'enlever la dernière lettre du mot ou enlever les deux dernières lettres du mot, c'est un algorithme, dans bien des cas, surprenamment efficace dans une perspective prédictive, en tout cas. Évidemment, dans une perspective d'interprétation, là, ça devient assez compliqué. Lire des mots qui manquent une, deux, trois lettres à la fin. Ça, c'est un algorithme très simple. On enlève les derniers caractères. Après, il y a des algorithmes plus complexes qui vont essayer d'enlever comme le suffixe du mot. Donc là, il y a comme déjà une forme d'analyse linguistique qui est faite. C'est ce qu'on appelle ça des algorithmes de racialisation ou en anglais de stemming. Puis on essaie de trouver le suffixe puis on l'enlève. C'est déjà un peu plus interprétable, mais c'est quand même difficile de lire des mots qui n'ont pas de suffixe. Après, il y a des algorithmes un peu plus complexes de type lemmatisation. Donc, ça aussi, il y a une analyse linguistique qui est faite, une analyse linguistique qui est plus complexe. On essaie de ramener les différentes flexions d'un même mot à une norme qui va être pour les verbes l'infinitif, puis le singulier, par exemple le singulier masculin pour les noms. Ça, c'est des exemples d'algorithmes de nettoyage des différentes graphies des mots dans un corpus de texte. Super, merci. Il y a quelques questions qui étaient répondues, par exemple, quelles sont les étapes de nettoyage ou des exemples des vides des données manquantes. Il me semble qu'il a été répondu. Si ce n'est pas le cas, la personne qui a posé la question peut rebondir. J'ai une question, probablement ça va aller plus pour M. Fortin, mais aussi d'autres. Qu'est-ce que ça fait en sorte que le taux de réponse est faible? Est-ce que c'est le temps de remplissage du questionnaire qui est élevé, sa complexité ou la sensibilité des informations demandées? En fait, pourquoi ils répondent moins, les gens? C'est encore une question assez complexe à répondre. Puis j'ai pas vraiment la réponse pour vous, mais c'est beaucoup de faits. Statistique Canada avait quand même une bonne réputation, pas qu'on n'a pas une bonne réputation, mais avant, c'était vraiment la place pour des enquêtes. Maintenant, on a des milles et des milles de gens qui demandent pour des enquêtes, donc les gens se tannent. Et ils ne veulent plus répondre des questions. On trouve souvent les gens n'ont juste pas le temps à répondre. Puis nos enquêtes peuvent être quand même assez laborieux. Les jeunes maintenant ont juste pas excuse, pas que je sais que la plupart de vous sont jeunes, je ne veux pas dire méchamment de vous, là, mais souvent, c'est la génération de nos téléphones ici. Donc, ça va vite, ça bouge vite, puis vous êtes toujours en mouvement. Donc, essayer de vous attraper, c'est toujours difficile. Notre base pour notre sample. Oh boy. Là j'essaie de rentrer dans des termes francophones qu'on n'utilise pas souvent à Statistique Canada. Notre frame qu'on utilise, c'est plutôt téléphone ou adresse. Donc, on n'a pas vraiment une bonne base de courriel ou de numéro de téléphone cellulaire. Donc, c'est aussi difficile à attraper du monde qui ont pas un téléphone, un landline, disons, qu'on avait avant. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent dans ce cheminement-là. Et aussi le coût. On n'oublie pas que le coût, c'est très, très, très cher d'appeler des milliers et des milliers de personnes et on ne peut plus aller cogner à votre porte. Le coût, c'est énorme. Donc, quelque chose qu'on faisait beaucoup avant, c'est d'aller porte à porte et demander. C'est beaucoup plus facile que quelqu'un va répondre à une porte qui va répondre à un téléphone. Et ça ajoute un autre enjeu qu'on joue avec. C'est tout le monde a, même si on a votre téléphone cellulaire,
tu peux voir c'est qui appelle. Donc, si c'est le gouvernement du Canada, les gens souvent vont dire non merci et raccrochent. Donc, c'est un fait. Donc, tu sais, voilà. Pour l'imputation, est-ce qu'il y a une règle à suivre pour choisir la technique la plus pertinente? Non, il n'y a pas de règle absolue. En tout cas, mon expérience personnelle, il n'y a pas de règle absolue. Je commence à me répéter, mais dans un contexte de sciences de données, c'est la prédiction, le critère de validité ultime. Donc, toute imputation qui augmente les performances prédictives du modèle, on les considère généralement comme justifiées. Puis on en teste plusieurs, on en teste des dizaines, je sais pas, peut-être même des centaines de techniques en faisant varier toutes sortes de paramètres. Donc non, il n'y a pas de règle absolue. C'est lié vraiment à l'objectif, qui est un objectif prédictif. Je vous remercie vraiment beaucoup. Il faut très apprécier votre participation. Je remercie au public ici en salle et aussi en ligne. On se voit dans 10 minutes, 15 minutes, mettons, on va se donner 2 minutes de retard. Donc, merci et bonne journée.